Première élection municipale depuis le départ de Yaya Jammeh en Gambie. Elles sont remportées par le parti au pouvoir. Enlèvement de jeunes filles de Chibok au Nigeria, 4 années après la tragédie. 112 lycéennes restent toujours captives. Puis élection présidentielle au Monténégro. Le pro-occidental Milo Djukanovic a tenu son dernier meeting ce jeudi. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur Sika TV. En Gambie, le parti au pouvoir a remporté les élections municipales organisées jeudi, sortant vainqueur dans plus de la moitié des circonscriptions. C'est du moins ce qui ressort des résultats publiés ce vendredi par la commission électorale. Reportage. 15 mois après le départ à l'étranger de son ancien dirigeant, la Gambie continue à tourner la page de l'ère Jammeh. Après les législatives d'avril 2017 remportées par le parti du président Adama Barrow, le pays a organisé ce jeudi les municipales. Et selon les résultats annoncés ce vendredi par le président de la commission électorale, le Parti démocratique unifié, dont est issu l'actuel président Adama Barrow, est sorti vainqueur dans 62 localités devant le Congrès démocratique de Gambie de l'opposant Mama Kandeh, qui l'a emporté dans 23 autres localités. L'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction, ancienne formation de Yaya Jammeh, a obtenu quant à elle 18 circonscriptions. Le reste se partage entre d'autres partis et des candidats indépendants. 9 listes de partis politiques et des candidats indépendants s'étaient présentées à ces élections, les premières organisées depuis le départ il y a plus d'un an du président Yaya Jammeh, qui a dirigé le pays pendant 22 ans. Ces élections visaient à renouveler les conseillers municipaux dans les 120 circonscriptions du pays, dont la grande majorité était contrôlée par l'ex-parti de Yaya Jammeh. Au Niger, le verdict en cassation est tombé dans l'affaire dite des bébés importés impliquant Ama Amadou. Dans l'arrêt qu'elle a rendu ce mercredi, la Cour de cassation a confirmé la déchéance du pourvoi en cassation de Ama Amadou à la suite du jugement de l'affaire en appel. La Cour a d'ailleurs demandé à l'intéressé de se mettre à disposition de la justice nigérienne pour purger le reste de sa peine d'1 an qui a été prononcée en appel. Je vous invite à présent à suivre la réaction de Maître Soulé Oumarou, avocat de Ama Amadou, suite à ce verdict. Vous avez également constaté, parce que vous y étiez, qu'aucun avocat des parties concernées n'était présent à l'audience. Nous l'avons fait parce que nous avons la certitude que c'était ce verdict-là qui allait être prononcé. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a aucun, un effet d'annonce à faire par rapport à cela. La Cour avait proposé la déchéance du pouvoir d'Ama Amadou parce qu'il ne s'est pas constitué prisonnier. J'avais saisi la Cour, comment on appelle cela, constitutionnelle, pour soulever le fait que l'article que la Cour invoque n'est pas conforme à la Constitution, puisque, par principe, non seulement par rapport à la Constitution, mais par rapport à certains traités internationaux que le Niger a ratifiés, on ne peut pas imposer à quelqu'un qui n'a pas été définitivement condamné de ne pas pouvoir accéder à son juge. Et je l'avais également dit que la Cour avait rendu un arrêt mitigé, mais au moins l'arrêt de la Cour de Constitution avait le mérite de dire que si l'article dont il s'agit est conforme à la Constitution, elle a rappelé le pacte sur les droits civils et politiques qui dit qu'on ne doit pas se mettre en état, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se constituer prisonnier. La Cour constitutionnelle, cela, elle l'a affirmé. Elle a dit sous réserve, par rapport à ce pacte-là, que le pouvoir doit être déclaré recevable. La Cour n'a pas tenu compte de cet arrêt. J'ai rappelé un arrêt de la Cour qu'elle a rendu elle-même, qui dit que cet article-là, il n'est pas conforme à certains instruments internationaux comme la Société africaine de l'homme.
Direction le Nigeria. Il y a 4 ans, 276 lycéennes nigérianes étaient enlevées à Chibok dans l'état de Borno, fief du groupe djihadiste Boko Haram. Ces terroristes, faut-il le rappeler, mènent depuis 2009 une insurrection qui a déjà fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. Le reportage est signé par nos confrères de l'agence France Presse. C'était le 14 avril 2014. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok, dans le nord du Nigeria. 276 filles sont kidnappées. 4 ans plus tard, 112 sont toujours captives. Pour les familles des lycéennes et les militants du mouvement Bring Back Our Girls, l'attente est devenue insoutenable. Le gouvernement n'en a pas fait assez pour ramener les filles de Chibok. Assez signifie que toutes les filles reviennent. Cela fait 4 ans que nous attendons. C'est malheureux et décevant. Le gouvernement nigérian, d'abord critiqué pour son inaction après l'enlèvement des filles, s'est par la suite décidé à lancer une guerre totale contre le groupe islamiste. Depuis, une centaine de filles ont été libérées. Les autorités ne cessent de répéter que Boko Haram est vaincu. Le groupe armé ne contrôle plus de larges parties du territoire nigérian, comme ce fut le cas entre 2014 et 2015. Mais le conflit continue de faire de nombreuses victimes. I want to appeal to the Chibok community never to lose hope. Je veux dire à la communauté de Chibok de ne jamais perdre espoir. Nous sommes plus déterminés que jamais à ramener les filles de Chibok manquantes. Nous devons y parvenir et ce sera bientôt le cas par la grâce de Dieu. Dans une vidéo diffusée en janvier par le groupe djihadiste, 14 lycéennes présumées de Chibok affirmaient avoir été mariées par le chef de Boko Haram et qu'elles ne rentreraient jamais chez elles. L'enlèvement de masse des filles de Chibok est devenu le symbole de la jeunesse sacrifiée dans le nord-est du Nigeria. Selon l'UNICEF, près de 1400 écoles ont été détruites. Des dizaines d'étudiants et près de 2300 professeurs ont été tués depuis le début de l'insurrection au Nigeria en 2009. Et parlant toujours du Nigeria, Amnesty International a dénoncé ce jeudi l'augmentation des peines de mort prononcées dans le pays. Et ce, au moment où plusieurs pays d'Afrique subsaharienne font au contraire des efforts pour l'abolir. Les détails. Selon un rapport annuel d'Amnesty International, 621 personnes ont été condamnées à mort au Nigeria en 2017, bien qu'aucune sentence n'ait été exécutée. L'Organisation de défense des droits humains relève qu'il y a un total de 2285 personnes dans le couloir de la mort au Nigeria, ce qui est également le chiffre le plus élevé de la région. Toujours selon l'ONG qui s'appuie sur des chiffres fournis par le Nigeria Prison Service, la justice avait déjà prononcé 527 peines de mort en 2016 contre 171 en 2015. Les 36 États nigérians appliquent la peine de mort pour des crimes comme les vols à main armée, les meurtres et la trahison. Parallèlement au système judiciaire classique, 12 États du Nord appliquent la charia, prévoyant une punition similaire pour l'adultère, le viol ou les pratiques homosexuelles. Le Sénat nigérian avait également en 2016 envisagé d'introduire une nouvelle loi faisant du kidnapping un crime capital. Amnesty International note également que la Guinée est devenue récemment le 20e pays africain à abolir la peine capitale, tandis que le Burkina Faso et le Tchad ont fait un premier pas avec des projets de loi allant dans ce sens. Notons que le nombre de condamnations sur le continent a diminué à 878 en 2017 contre 1086 en 2016. Au Cameroun, l'arrivée des exploitants chinois dans les mines d'or de Betaréouya engendre des disputes d'espace avec les autochtones. Ces derniers voient d'un mauvais œil le fait que leurs terres soient exploitées. Au reportage. Dans ce petit village de l'est du Cameroun, une centaine de trous remplis d'eau parsèment les alentours du village. Ici, on retrouve d'anciennes mines d'or abandonnées ayant entraîné en 2017 au moins 47 morts dans cette région sur ces sites miniers, selon l'ONG Forêt et Développement Rural, FODER. Pour la recherche de l'or, pour moi, on vient choisir le terrain. On fait d'abord le test. On va voir, on cherche là où il y a des cailloux. Après d'avoir trouvé les cailloux, on va chercher d'abord des cailloux bien rangés, des cailloux qu'on peut trouver de l'or là-dedans.
C'est ça qu'on fait. Parfois, ça prend des jours. Pour les autorités locales, l'exploitation minière s'est faite en violation de la réglementation, mais les autorités ont engagé des actions de police pour que les exploitants agissent. La commune d'environ 80 000 habitants a accueilli par le passé de nombreux exploitants miniers chinois, coréens, canadiens, américains, sud-africains venus chercher de l'or. L'activité au départ, quand les riverains travaillaient eux-mêmes, ils étaient indépendants. Ils trouvaient quand même quelque chose, ils trouvaient leurs produits, ils vendaient. Bon, maintenant, dès que les Chinois sont venus exploiter, on est de dommages par la plantation. Bon, les riverains ne pénètrent pas dans le trou. Il y a toujours des commandements jusqu'au moment où il y a eu mort d'homme. Les expatriés qui viennent exploiter nos richesses minières doivent laisser un souvenir, peut-être construire les écoles, les ponts, mais ils ne participent pas au développement de la nation camerounaise. Ici, femmes et enfants remuent la terre à l'aide d'une houe ou d'une pelle dans l'espoir de trouver de l'or sans considérer les risques. Outre les risques mortels, l'exploitation de l'or a modifié la faune locale. La commune de Bétaré-Oya aurait dû percevoir plus de 850 millions de francs CFA de redevances minières depuis 2014. Elle n'a rien reçu à ce jour. Selon des riverains, officiellement 285 kg d'or brut ont été produits dans l'est du Cameroun en 2017 par les compagnies agréées. Au Monténégro, le pro-occidental Milo Djukanovic est archi-favori de la présidentielle devant se tenir dimanche, a tenu son dernier meeting hier jeudi dans la soirée. Au cours de ce rassemblement, le candidat à la présidentielle s'est dit convaincu de sa victoire et ce, dès le premier tour de scrutin. Reportage. C'est le dernier meeting du candidat pro-occidental avant le jour de vote pour la présidentielle au Monténégro. Devant des milliers de sympathisants, Milo Djukanovic assure de sa victoire et ce, dès le premier tour. Nous les vaincrons une fois de plus et ce sera dès le 15 avril. Vaincra le visage du Monténégro qui brille ce soir ici et qui témoigne d'une nouvelle victoire historique. Les autres candidats de cette élection présidentielle ne peuvent pas l'emporter. Parmi eux, le candidat putschiste et conspirateur représentant authentique d'une politique de trahison dont les patrons sont jugés pour tentative de terrorisme contre l'État monténégrin. Ce rassemblement est aussi une occasion pour le candidat d'appeler l'opposition pro-russe à cesser de jouer le rôle de cheval de Troie dans ce pays qui a adhéré en 2017 à l'OTAN et qui veut rapidement rejoindre l'Union européenne. Nous défendrons le Monténégro malgré les différents horizons sur la scène politique. J'invite aujourd'hui cet autre Monténégro minoritaire et notre opposition à abandonner le rôle de cheval de Troie et à se consacrer au Monténégro. Milo Djukanovic est l'archi-favori du premier tour de l'élection présidentielle devant avoir lieu dimanche prochain. Après avoir dirigé quasiment sans interruption le Monténégro durant un quart de siècle, il s'était mis en retraite après les législatives d'octobre 2016. Mais il a finalement annoncé son retour sur la scène politique. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur Sika. Au revoir.